C'est un grand plaisir de te recevoir sur mon plateau, cher confrère. Moi également, c'est un plaisir de passer sur ce plateau. C'est la première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Voilà, ça ne sera pas la dernière. Merci beaucoup, Kifuta. Lui, il a toujours été là avec nous. Il faut signaler que ça a toujours été très fort, très chaud avec qui. Nous avons aussi l'habitude de traiter des questions d'actualité, avec qui nous avons aussi comme ça toujours cette habitude de pouvoir apporter de la clarité ou tout justement de ce qui, tout ce qui a trait justement je dirais, dans la politique, et voilà, suivant l'évolution justement de tout ce qui, de tout ce qui se passe justement sur la scène politique en République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Tommy, qui est membre comme ça au sein du parti SID, parti cher à Adolphe Mouzitou, et non, Nouvel Élan plutôt, Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzitou, mais avec qui aussi il faudrait dire qu'on parle très souvent la Mouka avec lui. Bienvenue à Tommy. Merci Paul Chamala, une fois de plus de cette invitation. C'est une marque de considération que vous avez à ma modeste personne. Question de prendre part à cette émission d'une portée intellectuelle très, très appréciable. C'est toujours un plaisir aussi. Je pense que ma participation, une fois de plus, sera à la hauteur. Nous allons réfléchir au profit de la République. Mais également, je tiens à saluer mon co-débatteur. Je pense que, voilà, Rajeni Kifuta, je pense que nous allons cogiter au profit de ce peuple qui nous suit, aussi de vos fidèles téléspectateurs. Merci. Voilà, merci, messieurs, merci à vous également. Top chrono, on va commencer avec la première thématique. Ici, il est très important pour nous de pouvoir respecter le mort. Oui, la République démocratique du Congo, c'est vrai qu'il y a des moments que nous perdons des gens, comme ça, des gens au niveau de l'Est de la République du Congo. Nous le perdons dans nos familles, nous le perdons presque partout. Mais signalons également que cette mort dont on en parle, il s'agit bien d'un étudiant de l'UNIKIN, qui a été victime justement, je dirais, d'un dérapage policier, dans le sens que le port de masque, fait certainement, de pas certainement, est obligatoire. Pendant l'exercice de son TFC, il s'est passé comme ça quelques tiraillements entre l'étudiant ainsi que l'agent de l'ordre, toujours, je dirais ainsi, dans le sens de pouvoir interpeller l'étudiant de bien porter son masque. Mais au finish, vous le savez, il y a eu une mort d'homme, donc l'étudiant nous a quittés. Mais ce qui nous intéresse ici, on va parler avec nos amis, parce que le gouvernement s'est impliqué dans le sens de pouvoir soulager la famille. Et nous l'avons remarqué par le billet du ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Moïse Nzangi, qui a représenté le gouvernement. Nous l'avons bien suivi et il était allé se rendre justement à la famille pour apporter l'assistance. Et ils ont même demandé aux étudiants de bien vouloir justement se calmer, d'autant que le gouvernement s'est vraiment impliqué que la justice sera faite. Mais nous allons, avec nos amis, réfléchir par rapport à tout ce qui se passe justement dans notre police. On va commencer avec Rajeni Kifuta. Vous êtes un journaliste, analyste et en même temps. Comment trouvez-vous la manière de faire de notre police lorsqu'il s'agit de questions pareilles? Il y a toujours des tiraillements, il y a toujours des erreurs qui pourraient susciter certains débats, en disant, c'est un débat qu'on peut dire que l'amateurisme peut-être existe comme ça dans certains, je dirais, éléments de la police. Voilà, Monsieur Chamala, merci pour la parole. J'aimerais déjà louer cette initiative du gouvernement congolais qui s'est finalement décidé de pouvoir prendre en charge les obsèques, soit la famille, soulager la famille, pouvoir enterrer ce jeune étudiant qui nous a quittés, qui est un Congolais avant tout. C'est vrai que ces derniers temps, on n'arrête pas de parler de Congolais des pères et des mères, mais seulement, je me pose la question de savoir si réellement les Congolais sont considérés comme étant Congolais. Je vais essayer de faire une démonstration. J'ai dit lors de mon intervention de l'autre fois à la radio que le président de la République, après l'alternance, après avoir accédé bien sûr à cette fonction, le président avait promis aux Congolais de pouvoir réformer plusieurs secteurs. Ouais. Entre autres, la police et l'armée, ainsi de suite. Alors, nous posons la question, nous, Congolais, de savoir jusqu'à quand interviendra ce réforme qu'attendent tant les Congolais. Parce que lorsqu'on croise un policier, la première des choses qu'un policier se dit faire
en face de la personne qui est devant lui, c'est d'abord le dépouiller, prendre ce qu'il a dans ses poches. Alors que nous connaissons tous le rôle de la police, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Mais aujourd'hui, cela va dans le sens contraire. Quand on croise un policier, au lieu de se dire qu'on est en sécurité, c'est mieux d'ailleurs de croiser un koulouna qu'un policier. Parce qu'avec un koulouna, on peut négocier. On peut donner de l'argent, on peut donner un outil. Mais avec un policier, c'est pire. Jusqu'à trouver la mort. Mettre un cache-nez ou un masque de protection, sous d'autres cieux, allons peut-être en France, ce n'est plus obligatoire. Mais aujourd'hui au Congo, lorsque le gouvernement congolais ou encore l'autorité de l'État prend une décision pour dire qu'il faut mettre un masque dans un milieu public, lorsque vous n'êtes pas muni d'un masque, vous allez payer une amende. Voilà. Alors que cet étudiant, on a tous appris que cet étudiant avait déjà donné un peu d'argent auprès de ses policiers, qui est parti et revenu ensuite avec ses amis pour rançonner un peu plus d'argent ou encore pour brutaliser la personne. Ces tels actes, ce sont des actes condamnables et quand on va réellement dans la police, on trouve des personnes qui n'ont jamais été formées pour ça. On se demande quels sont les critères de recrutement de policiers ou quels sont les réels niveaux de policiers qu'il faut qu'on retrouve dans l'armée congolaise, parce que ce qu'on retrouve aujourd'hui, je pourrais même citer une brigade spéciale qui fait le carton actuellement, qui s'appelle Ujana. Beaucoup se disent reconnaître même des faces qu'ils connaissent depuis longtemps, qui ont été peut-être Koulouna. Alors, est-ce que ces personnes-là ont été formées? Est-ce que ces personnes-là ont cette éthique-là? Ils ne l'ont pas. Alors, je demanderai certainement à l'État congolais, je dis merci quand même pour cet acte que vous avez posé, mais je préfère que l'État puisse réagir en amont que venir après que l'acte soit commis. Voilà, c'était une très belle logique d'après votre pensée. Tommy, est-ce que vous pouvez... Il y a un problème de recrutement au sein de notre police, ou qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que nous ne cessons de déplorer pas mal d'actes, je dirais encore, non louables au chef de certains policiers lorsqu'il s'agit d'interpeller un citoyen congolais. Il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a mon frère Rajni qui venait de les dire. Donc, lorsque vous croisez un Koulouna, vous pouvez mieux négocier, mais lorsque vous croisez un policier, ça devient plus grave. On a peur d'un policier qu'un d'un Koulouna. Ça risque de très très grave encore. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait justement en termes de recrutement lorsqu'il faut que quelqu'un puisse intégrer la police? Merci de la parole accordée. Voilà, je pense que mon co-débatteur vient de poser un postulat très important. Le postulat allant dans le sens de démontrer combien notre police est amateur. La police en République démocratique du Congo ne remplit pas ses fonctions régaliennes qui viennent d'être citées ici, la protection de la personne et de ses biens. Malheureusement, c'est un constat malheureux que nous avons commencé à le faire depuis à l'époque au Kabila et jusqu'à nos jours. On avait cru que le paradigme de la réforme de la police serait une priorité de M. Tshilombo. Mais malheureusement, on se rend compte que dès l'entame de son pouvoir, beaucoup de velléités ont commencé à gangréner le corps de policiers en République démocratique du Congo. La police, à la place de jouer son rôle, la police commence à se faire ennemie de la population. Alors que tous nous connaissons que la police doit être le premier ami de la population. Certainement, la problématique de la réforme de la police c'est une problématique qui nécessite que nous puissions en débattre. Exact. Le recrutement de ces jeunes, parce qu'actuellement, il y a plus de jeunes qui intègrent la police. Vous allez vous rendre compte que ces jeunes, ils partent à la police, non avec le souci de servir la population, mais parce qu'ils sont délaissés, parce qu'ils ont constaté que la République n'est pas à même de pouvoir créer des emplois, leur caser, créer de possibilités pour que ces derniers vivent au-delà de seuil au minimum de précarité.
Mais aujourd'hui, nous avons de jeunes Koulouna, comme mon frère venait de le dire, qui s'adonnent à servir la nation sous le label de la police, mais non pour servir la population, mais par contre pour rationner la population. Déjà, nous sommes en train de faire un bilan malheureux, si vous vous rendez compte, depuis que Tshilombo est au pouvoir, les étudiants, c'est le victime de cette tracasserie policière. À l'époque, avec le Premier ministre Thomas Louaka, nous tous, nous avons assisté comment on a tué les étudiants. Un étudiant qui était au Homme, il a été victime d'une balle d'un policier. Alors qu'il n'était même pas dans le champ de manifestation. Tout ça laisse entrevoir que notre police nécessite une réforme substantielle. Et cette réforme ne doit pas être des théories. Ces réformes doivent se diligenter autour de programmes d'enseignement. Parce que certes, c'est bien de servir la nation. C'est bien de servir la nation en tant que policier, en tant que militaire. Mais quelle qualité de militaire nous avons? C'est autour de cette problématique qui doit pousser à ceux qui dirigent le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, de réfléchir autour de la qualité des hommes que nous devons intégrer. Ce n'est pas parce que nous avons une réserve peut-être minimum, une réserve qui n'est pas à la hauteur des éléments de la police ou de l'armée que nous devons ramasser tout le monde. Moi, je pense que le jour où il y aura un critère de recrutement, le jour où on va hausser le salaire de policiers et de militaires, certainement l'État sera à même de pouvoir mettre des critères de recrutement. Mais lorsque le salaire de militaire, vous avez suivi le général Kakasongo Silvano. D'après, il y a un élément là qui a été diffusé sur les réseaux sociaux tout comme à la télévision, qui a dit lorsque vous acceptez d'intégrer l'armée, d'intégrer la police, vous le savez bien, c'est pas d'abord pour l'argent qu'on intègre. On adhère également dans la police. C'est pas pour l'argent. Il a même dit à Monica Lemi, à Rokate, la police et possibilité ça dit payer à Tika ou Longo Nayo ou donc ça pour Moussala. Quand tu le dis, en tout cas, je pense que dans ces sens-là, on doit vraiment enlever cette optique-là de parler plus de l'argent, parce que vous l'avez suivi quand même. Voilà, c'est intéressant. S'il faudrait réformer la police, nous devons tenir au préalable toujours la question qui aborde l'argent. La réforme de la police, ce n'est pas seulement une réforme qui est liée au salaire, certainement, ou au revenu, ou au solde de ces derniers. La réforme, c'est d'abord sur le plan humain, la qualité d'homme qui intègre l'armée, premièrement. Mais également, lorsque vous travaillez, vous devez bénéficier quand même de traitements équitables. Le fait tel que développé par mon frère ici, vous va suffisant que, si vous pensez que si un policier, il avait en lui, ne serait-ce qu'un $50, il pourrait se glisser dans cette aventure. Voilà. Pas du tout. Tout ça laisse entrevoir que si le problème persiste, le problème où la police se transforme en danger contre la population, c'est principalement autour de revenus minimes qu'ils sont en train de bénéficier. C'est ainsi que nous sommes en train de dire, nous tenons compte de la qualité, de critères liés au type d'hommes qui doivent intervenir, mais également l'État dans son devoir régalien de pouvoir aussi le salaire de ces derniers. Ça pourrait aussi jouer un grand rôle. Voilà. Pour nous éviter tout Merci, ce que nous sommes en train de dire. À Bandal récemment, permettez-moi de dire ça. À Bandal récemment à Bandal, nous avons constaté aussi qu'il y a un policier qui a tué son collègue policier par mégarde parce qu'il voulait tirer une dame qui n'avait pas aussi porté le cache-nez. Voilà. Déjà, tout ça laisse entrevoir que... Mais il y a récemment ici. Avant-hier. Waouh, hier. Oh non, ça devient déjà, grave. Vous sentez que cette manière de faire... Ça devient très grave. Ça devient très grave. En tout cas, le général Silvano Kasongo, il faut vraiment chercher comment résoudre le problème. Sinon, on risquerait de vivre de très graves choses. Ça devient tellement grave. La police doit vraiment tenir compte. Et puis le débat n'était pas même de cache-nez. Le débat c'était on a combien. Commercialiser le port de cache-nez, ça devient autre chose. Ça. Alors mesdames et messieurs, on va prendre un élément qui sera proposé du côté de la régie et on se retrouve juste après. Et cette fois-là, ça sera, je pense, la continuité avec notre ami Jussi Kossa de la société civile qui vient à peine même d'arriver. Et ce sera une bonne chose. C'est parti. Cet élément proposé par la régie, il vient d'arriver. Hein. On va essayer de donner aussi sa chance. Intégrer le premier sujet. Jussi Kossa, on parlait de ce qui s'est passé à l'Unikin, l'étudiant qui a été tué justement par balle. Il semblerait qu'hier aussi, il y a un policier qui a tiré sur un policier
ça commence à devenir de trop. Pas, comment est-ce que vous pouvez, et signalons que le gouvernement, hein, en tout cas là, on va donner coup de chapeau, hein, on a vraiment félicité le gouvernement pour son implication, parce qu'il y a eu le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Moïno Zangui, qui a représenté le gouvernement, justement en allant à la famille, hein, jusqu'à la famille de l'étudiant, pour apporter le soutien, et ils ont même demandé aux étudiants de se calmer parce que la justice sera faite. Voilà, vous avez la parole. Bon, je crois que, premièrement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je présenterai mes sincères condoléances à la famille éplorée, parce que c'est déplorable de voir quelqu'un qui représente l'élite de demain être directement retiré de notre amour comme ça. C'est très difficile. Mais, bon, d'ailleurs, l'autre fois, on en a parlé sur votre radio. La réforme de la police s'impose. Ça s'impose actuellement. Ah, vous avez presque le même langage. Oui, hein. ça s'impose. On le voit même. Là maintenant, ce n'est pas question d'être l'IDPS, être MLC ou comment, mais ça s'impose. La police, c'est un service républicain, c'est un service de l'État. Je crois que la réforme s'impose. On doit avoir au moins définir le critérium des gens qui doivent intégrer la police. Les recrutements doivent se faire en bonne et due forme. Et, j'insiste, le ministre de l'Intérieur doit mettre les bouchées doubles pour ça. Il doit mettre les bouchées doubles pour ça. Parce que la police, au-delà d'être un service de l'État, mais la police représente aussi l'interface de l'État face à la population. Vous devez savoir déjà, il y a la confiance il n'y a plus la confiance entre la population et les gouvernants. Et le gouvernement doit mettre le bouchée double pour rétablir cette confiance, parce que la police qui est là pour assurer l'ordre public. Alors, si la confiance n'est pas au beau fixe avec la population, moi je pense qu'on est perdu d'avance. On est perdu d'avance, et surtout avec l'approche de la police de proximité, mais je pense qu'on est perdu d'avance, parce qu'on doit sentir cette confiance. La population doit être rassurée. Quand il voit la police, il s'est dit, bon voilà, la mission de la police c'est de protéger la population et protéger leurs biens. Alors si on voit déjà un homme en uniforme et on commence déjà à avoir peur, là ça devient très dangereux. Voilà, on va évoluer. Merci beaucoup. Donc c'est une manière de pouvoir également te faire intégrer dans les sujets qu'on a commencé. Alors cap maintenant pour la CNI, mesdames et messieurs, vous les savez. Voilà, ça chauffe là-bas, on attendait vraiment du fumée blanche, ce qui n'a pas été le cas, parce qu'on voulait bien déjà que jusque-là, qu'il y ait un président de la CNI, le confession religieuse, justement, vous le savez, ça chauffe encore, Il y a c'est de l'Église catholique également, de l'ECC, voilà, qui ne sont pas très d'accord, justement, au monde qui sont pratiqués pour arriver à la désignation d'un nouveau patron de la CNI. Et le politique en même temps, ça chauffe, c'est de la MOUCA qui ne sont pas très d'accord, c'est du FCC, plutôt, qui aussi jusque-là sont convaincus, sont pas vraiment convaincus de cette CNI, parce que jusque-là, la liste de leurs membres du parti qu'on devait normalement envoyer pour leur place au niveau de la CNI, l'FCC n'a pas envoyé encore cette liste-là, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste. Qu'est-ce qui se passe au juste avec cette CNI qu'on attend pour les élections crédibles en 2023. Rajni Kifuta, vous observez l'actualité au niveau de la CNI, donc les torchons brûlent. Alors, Monsieur Tchamala, je pourrais dire ceci par rapport à ce sujet d'actualité qui brûle d'ailleurs. On a parlé de la dépolitisation de la CNI et toutes ces personnes qui sont en train, toutes ces structures religieuses qui sont en train de représenter bien sûr la population auprès de cette élection qui doit bien sûr nous présenter le prochain patron de la CNI, comme tu l'as dit. Moi je pense déjà en amont, il fallait procéder par la dépolitisation des églises. Parce que toutes ces personnes-là, je crois, et je le sais,
qu'ils ont une couleur politique. Parce que si réellement ces gens-là n'avaient aucune couleur politique, alors aujourd'hui, on ne ferait pas face aux contestations. Mais pourquoi on conteste? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on sait que la CENI est une institution indépendante. Mais pourquoi contester? C'est pendant qu'on sait que c'est plus des confessions religieuses qui composent cette CENI. Politique qui est connue. Qu'est-ce qui prouve? Mais il a été dans quel parti politique? N'est-ce pas qu'il y a un critérium avant d'être même candidat pour chapeauter cette grande institution? La personne présentée est un membre de l'UDPS. Vous l'avez vu avec de cartes de l'UDPS. Mais mon frère... Vous êtes allé à l'UDPS, vous êtes journaliste, on vous a dit, ben voilà, celui-ci est un membre de l'UDPS. Moi, je pense que le plus grand problème qui se pose ici, c'est d'abord, comme je l'ai dit, procédant par la dépolitisation des confessions religieuses. Les CC. Et il y en a deux, au fait. Il y a le CC et puis la Sanko. Excuse-moi de le dire en lingala, si tu vas chez les catholiques, il y a Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si tu vas du côté des églises de réveil, il y a Jésus-Christ. Mais pourquoi on ne s'entendrait pas sur un choix fait à l'unanimité? Pourquoi appartenir à un camp plutôt d'un autre? Attends, on va réfléchir un tout petit peu. Hein. Lorsqu'il s'agissait de la CENI qui nous a donné les élections de 2011, qui nous a donné les élections de 2006, on se les dit, l'Église catholique n'a pas pris part aux attentes. Il avait toujours sa position, mais cela n'avait pas empêché que le résultat soit dégagé, que nous ayons un président à la tête de cette institution qui s'avère être indépendante. Alors, pourquoi l'on pourrait retarder ce dont attendent les Congolais pour les élections 2023? Parce qu'il y a une franche, je dirais, une petite partie, parce que la majorité est très d'accord en termes de ce qu'ils font. On doit s'arrêter là, on doit vivre ce feu-là, parce qu'il y a deux confessions qui ne sont pas d'accord au consensus, justement, qui est en train de dérouler depuis qu'ils ont entamé. Et les délais même est limité qui a été accordé par l'Assemblée nationale. Alors, j'aimerais bien répondre à cette question. Alors, vous savez, le problème de la CENI, j'ai beaucoup aimé de l'entame de propos de mon frère journaliste. Il a été très intéressant pour dire que nous devons d'abord commencer par la dépolitisation de confessions religieuses, parce que nous nous sommes rendus compte que les confessions religieuses commencent à jouer le jeu de ceux qui sont au pouvoir. Malheureusement, alors qu'ils sont censés être neutres, la neutralité de confessions religieuses entraînerait la bonne organisation des élections. Nous ne sommes pas en train de parler du poste de rapporteur, mais plutôt le poste du président de la CENI. C'est-à-dire la personne qui va donner ses avis techniques par rapport à l'élaboration, en fait, par rapport au déroulement du processus électoral. Mais déjà, le choix biaise. Pourquoi? Parce que nous avons 6 confessions religieuses. 4, ils avaient déjà leurs candidats. Le choix était dans leur poche. En se retrouvant lors du vote, le 4 fait sortir M. Denis Kadima et les 2 autres, étonnés qu'ils étaient. Ils se posent la question. Mais finalement, comment... Parce que le principe basique, c'est, lorsqu'ils se retrouvent, ils doivent d'abord commencer à désigner un candidat par consensus. Si le consensus n'arrive pas à terme, là, ils vont entamer l'étape de l'élection. Le consensus déjà été biaisé parce qu'il y avait un candidat dans la poche, M. Denis Kadima, je cite. Ils ont poussé l'Église catholique à aller au vote, tout en sachant qu'ils étaient déjà majoritaires. Vous avez suivi Dodo Kamba? Nous avons suivi Dodo Kamba. Malheureusement, l'arrogance que M. Dodo Kamba est en train de faire montre, prouve à suffisance que le candidat qui est actuellement désigné... Vous avez constaté l'arrogance qu'a Dodo Kamba? Mais écoutez, un monsieur qui prend la légèreté de dire que nous avons déjà choisi le président de la CENI. Tout ce qui reste est déjà s'inscrit dans le passé.
avançons. Mais ils ont une charte à S'il respecter. vous plaît, certainement, ils peuvent avoir une charte à respecter, mais cette charte ne doit pas porter entorse aux principes basiques liés à la démocratie par rapport au choix du président de la CENI. Déjà, autour de tout ce que je viens de dire tantôt, prouve à suffisance que les confessions religieuses, j'aimerais bien joindre le propos avancé par mon frère, doivent être dépolitisées. Parce que l'Église joue un rôle d'arbitre dans un État démocratique. Si vous regardez même le fait d'attribuer la compétence à la CENI d'organiser les élections, s'il faudrait bien essayer de voir l'organisation de la constitution actuelle ou bien l'élaboration de la constitution actuelle, c'est une constitution qui a été faite par compromis, c'est-à-dire tout le parti qui était présent dans l'élaboration de la constitution, commençant par Sainte City et autres, ces derniers, ils étaient venus là simplement pour éviter que le chaos puisse être la conséquence de l'organisation des élections. C'est ainsi qu'ils ont octroyé à la CENI cette capacité. Nous avons commencé par décrier la politisation de la CENI. Et cette dépolitisation de la CENI, le constituant a voulu bien que ça soit une institution neutre qui sera en train de chapeauter cette institution afin que les élections ne soient pas chaotiques. Malheureusement, depuis que nous avons commencé le cycle électoral en RDC, nous n'avons pas vécu cette dépolitisation. En 2006, on peut encore admettre, s'il faudrait être large, c'est simplement parce que tout le parti en liesse qui partait aux élections était en manque de confiance entre elles. Alors, ils ont bien jugé à ce qu'il y ait des délégués de partis politiques au sein de cette institution qu'on appelle CENI, qui par ailleurs, c'est une institution d'appui à la démocratie. Une institution d'appui à la démocratie a pour rôle de réguler ou de régler l'ambiance démocratique dans un État. Permettez-moi de le dire. Mais malheureusement, ce que nous sommes en train de constater, depuis que nous avons commencé nos cycles électoraux, la CENI joue le rôle de ceux qui dirigent. Alors, nous ne pouvons pas accepter que nous restions dans cette même dynamique d'organisation des élections qui vont aboutir à une contestation féroce. Voilà, Nous perdons de vie par rapport à cette crise de légitimité. Nous perdons le temps pour le décollage, le développement, le repensement même, pour ne pas dire le redressement de la République. Mais alors, lorsque nous nous retrouvons dans une situation où ceux qui sont au pouvoir imposent le choix du président de la CENI, imposent même la loi portant organisation et fonctionnement de cette institution, nous sommes baba. Pour ne pas dire, nous sommes sidérés. Merci. Alors, pour rajouter, nous sommes éreintés. Jean-Claude Ekossa, voyez-vous, sous d'autres cieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Si ça n'y va pas, n'est-ce pas que l'option elle est si simple de prendre ces élections et donner au ministère de l'Intérieur, parce que nous avons donné, en fait, nous sommes confiés aux confessions religieuses parce que l'on sait que ce sont des hommes de l'Église. Mais ce qui se passe, ça devient comme une scénette de politique qu'on est en train de constater. Il y a ceux qui quittent, il y a ceux qui restent, il y a ceux qui décident, qui disent ceci et là qu'on sort. Ben voilà, la question la plus simple que je pourrais vous poser est celle-ci, JC Ekossa. Est-ce que réellement il y aura les élections en 2023? Bon, je ne vais pas m'inscrire en prophète de malheur pour dire qu'il n'y aura pas élection en 2023. Mais je crois qu'avec la locomotive qui démarre actuellement, avec déjà le choix des animateurs de la CENI, on sent qu'il y a une volonté manifeste d'organiser des élections. Non pas seulement sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe, parce qu'on veut toutefois préserver les acquis de la démocratie. Vous savez que la RDC, c'est un jeune État. La démocratie, c'est un processus où les chemins est rocaillé. Alors, il faut tirer les leçons du passé, tirer les leçons de nos erreurs du passé et puis projeter l'avenir. Alors, je m'inscris aussi pour dire que la CENI, la grande problématique ici, on les dit tous. D'ailleurs, avec la loi Lutundula, on sait comment on a dénaturalisé la loi Lutundula. Parce que dans la loi Lutundula, l'esprit même de la loi était qu'on puisse dépolitiser la CENI. Parce que si on dépolitise la CENI, l'approche était que le bureau puisse être accordé essentiellement à la société civile et dans la plénière, vu que la plénière, peut-être il y aura un nombre exact,
la plénière, on pourrait toutefois répartir la plénière en nombre équitable. Parce que je vous dis, la CENI, la centrale électorale, c'est jugé être l'arbitre électoral. Mais comment l'arbitre peut déjà avoir une dimension politique? Bien sûr que ça règle des questions éminemment politiques, mais ça doit garder sa neutralité pour donner confiance. Vous savez que, d'ailleurs, j'ai lisé le professeur Mabiala qui dit: le processus électoral du Congo, on suit un cycle qui ne cesse de se répéter. Donc, vous allez constater, depuis qu'on a commencé le processus électoral, il y a toujours conflit, négociation, texte. Conflit, négociation, texte. Conflit, négociation. Mais pourquoi on ne peut pas tirer les leçons du passé? Pourquoi on ne peut pas tirer les leçons du passé? Avec l'Union Sacrée, moi je vous dis, je suis de la société civile, je suis coordonnateur adjoint du casque, représentant national du mouvement citoyen Il est temps. On avait de l'estime, on a donné le bénéfice du doute à l'Union Sacrée. Parce qu'on s'était dit on devait rompre avec les pratiques anciennes. Les pratiques où on voyait que le régime voulait à tout prix imposer un candidat, un féodé, où la CENI était devenue la caisse de résonance pour le régime en place. On a donné du crédit à l'Union Sacrée. Alors, à ce stade, que l'Union Sacrée ne nous trahit pas. Que les chefs de l'État, qui est l'autorité morale de l'Union Sacrée, qui est la vision chère, la vision salvatrice de sa personne, doit recadrer les tirs. Parce qu'il sait très bien comment on s'est battu pour avoir cette alternance. On était au front avec lui. On a bravé la peur. On a bravé la Kabylie. Et aujourd'hui, il est au pouvoir. Il a tous les manœuvres du pouvoir. Il a l'impérium du pouvoir. Alors, il ne doit pas décevoir la population. Comme je l'ai dit, la démocratie, c'est un processus. On ne doit pas seulement reculer. On ne doit pas reculer, on doit avancer. Voilà. L'Afrique nous regarde, le monde entier nous regarde. Voilà. L'Afrique nous regarde, le monde entier. On doit avancer et protéger cette jeune démocratie. Alors, vous aurez maintenant 2 minutes 30 secondes, 2 minutes 30 secondes, 2 minutes 30 secondes, la toute dernière thématique, bouclée déjà notre émission d'aujourd'hui. Vous les savez bien, les relations, ces tissent, ces fonds, ces défonds à tout moment. Oui, voilà, c'est ce que nous sommes en train de constater. Il y a déjà Martin Fayoulou, quand on parle de ces sangs-là, ensemble vont cogiter pour empêcher comme ça le glissement en 2023. Bon, une opinion est en train de se poser cette question. Est-ce que réellement il y aura glissement? Pourquoi mettre la charrie avant le bœuf pendant que nous ne sommes pas encore là? Le glissement, pourquoi parler du glissement aujourd'hui? Je ne sais pas. Bon, on va commencer par messieurs les journalistes. Oui. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi on parle du glissement aujourd'hui? C'est un bourdonnement qu'on a entendu depuis le début de l'accession au pouvoir du président de la République. Beaucoup des communicateurs ou quelques personnes de sa famille politique ont dit qu'après la rupture du mariage entre FCC et CASH, c'est à ce moment-là qu'il fallait commencer à compter le mandat du chef de l'État. C'est ce qui a créé d'ailleurs ces frustrations auprès de certains politiques. Donc ce qui veut dire, d'une part, le glissement est prémédité. Alors, on ne peut pas dire que les alliances sont défendues. C'est permis en politique. En politique, les alliances se font. Pourquoi parler de ces glissements pendant que les choses sont en train d'être effectuées? Il y a déjà, bientôt, on aura un président de la CENI. En tout cas, il n'y a rien qui annonce qu'il y aura glissement. Vous ne voyez pas, c'est toujours une manière d'inciter la population dans des confusions inutiles. Est-ce que le président présenté ou celui dont on est en train de parler a déjà été installé ou investi? Pas encore. Alors, dès lors qu'il y a des tiraillements des parts et d'autres, dès lors que le choix est encore contesté, mon frère l'a dit, que cela, une fois que ça persiste, ça va encore nous amener à des négociations, à des pourparlers. Et ces pourparlers peuvent prendre plus de temps que prévu et nous emmener dans une catastrophe qui va nous faire retrouver dans un glissement.
Donc pour vous, la suite, elle est logique. Hein. La suite, je pourrais dire que c'est un cercle vicieux, comme l'a dit mon frère. Faudrait tirer des leçons du passé. Et c'est aujourd'hui qu'il faut que le chef de l'État lui-même s'imprègne de la situation en tant que garant de la nation pour chercher à régler ce problème le plus vite que possible pour qu'enfin qu'on ait un président de la CENI qui sera accepté par tous. Et enfin aller aux élections parce que 2023 c'est demain. Voilà. Jean-Claude Ikossa, c'est rapprochement entre Deli Sesanga et puis Martin Fayoulou. Objectif, barrer la route au glissement en 2023. Vous, comment vous arrivez à analyser un tout petit peu ces rapprochements? Je pense que Deli Sesanga, en passant d'ailleurs, c'est un libre penseur. Je l'admire beaucoup, je l'admire aussi beaucoup. C'est un libre penseur, c'est un coriace, c'est un vertébré de la politique congolaise. D'ailleurs, moi je l'appelle charpentier parce qu'il connaît très bien la constitution de notre pays. Alors, voir M. Deli Sesanga sonner déjà, tirer la sonnette d'alarme pour dire que, attention, la façon dont le décor est planté, on sera amené à aller vers un glissement. Je crois que dans la politique, il y a cette dimension-là, que chacun puisse avoir des stratagèmes pour au moins protéger son pouvoir et puis bien les sauvegarder. Mais au-delà de ça, on est une nation. On est une nation. La façon dont on est en train de gérer cette nation, on doit éviter toute tension. Parce que si actuellement, il y a des tensions entre des communautés, il y a des tensions entre des personnes, on risque même de saboter la vision chère des constituants qui veulent à ce qu'on puisse être un État uni, une nation avec notre destinée pour atteindre le développement du Congo. Parler des glissements, je crois que ça va encore nous tirer vers le bas. Ça va nous tirer vers les bas. On doit aller de l'avant. On doit aller de l'avant. Avancer. Évitons ça, avançons. La population congolaise a besoin de sauvegarder les acquis démocratiques. Évitons de mettre sur l'opinion publique, sur la population, les discours où, non, les 2 ans avec le FCC, c'était une gâchis. Oui, on le sait très bien, mais le chef de l'État doit s'assumer comme un homme d'État pour dire que, oui, c'était du gâchis, mais voilà, on reprend les choses, voilà ce que moi je vous présente, voilà le programme, voilà la nouvelle offre politique que je vous présente pour 2023. Allons avec des élections libres et transparentes et je crois que c'est le Congo qui gagnera. Voilà. Tommy, hein, encore un nouveau ami, vous le savez, hein, donc Deli Sesanga, enfin, on a connu Makila, on a connu tous ces politiciens qui sont allés vers la Mouka, qui sont allés vers Martin Fayoulou pour attirer un petit peu de l'ampleur et de faire le buzz. Enfin, on pourrait dire que c'est le tour maintenant de Deli Sesanga. Vous allez bloquer maintenant, vous allez empêcher les glissements en 2023. C'est ça l'objectif. Et pour quel intérêt vous voulez le faire maintenant? J'ai aimé le type narratif développé par mes co-débatteurs. Tous nous voulons qu'il y ait les élections en 2023. Tous nous voulons que le respect de la Constitution, du mandat tel que prévu par le Constituant soit respecté. Alors, il est de bonne loi que tout scientifique, tout républicain, qui est épris de sens du patriotisme, puisse réfléchir sur le respect du délai constitutionnel. Alors, M. Deli Sesanga, parmi ces Congolais qui réfléchissent que nous devrions déjà être prêts à empêcher le glissement en 2023, c'est parmi les choses que moi personnellement j'adhère. Mais le problème ici se pose au niveau de l'individu de Denis Sesanga. Denis Sesanga, il est le prototype de l'inconstance. S'il faudrait l'attribuer le prix Nobel de transhumance, je l'attribuerai à Denis Sesanga.
Denis Sessanga, au-delà de ses qualités intellectuelles, Denis Sessanga, il fait montre, il n'est pas un exemple pour le jeune politique que nous sommes. Simplement, pourquoi? Parce que nous avons constaté en 2018, M. Denis Sessanga, il était à la Mouka. Être à la Mouka, c'est-à-dire battre campagne. S'il vous plaît, permettez-moi d'achever la réflexion. Mais on ne peut pas dire un rapprochement parce que Denis Sessanga était déjà dans la Mouka. Il a quitté pour les élections. Il rentre encore dans la Mouka sous forme de bloquer le glissement. Non, mais juste une précision. Denis Sessanga n'a pas dit qu'il rentrait à la Je suis dans mes temps de parole. Ça va, continue mon frère. Continue. D'accord. J'étais tantôt disant que Monsieur Denis Sessanga, il était à la Mouka. C'est-à-dire sous le label d'Ensemble pour la République. L'Ensemble pour la République, l'une des plateformes politiques qui était dans la grande plateforme qu'on appelle la Mouka. Étant à la Mouka, il part dans son fief électoral. Il bat campagne pour Monsieur Tulombo. Déjà, vous sentez la transhumance. S'il faudrait encore faire la lecture diachronique, s'il vous plaît, j'aimerais atterrir par là. S'il faudrait faire l'approche diachronique, de M. Denis Sessanga lorsqu'il était encore à l'RCD, parce qu'il a commencé à l'RCD, après l'RCD il a rejoint MLC, après MLC il se retrouve en train de faire le ziedou à M. Kabila. Il est sans position. Après M. Kabila il se retrouve à la Mouka. Après la Mouka, mais à la Mouka, il bat campagne pour un candidat qui s'était départi de l'osmose de la Mouka. Déjà, vous sentez sa tergiversation, son intranshumance. Pour la suffisance que M. Denis Sessanga n'est pas une crème politique qui peut inspirer le jeune politique que nous sommes. Revenons-en sur le front commun contre le glissement de 2023. Nous n'avons pas besoin, nous la Mouka, de M. Denis Sessanga pour liguer les forces avec lui pour empêcher M. Tulombo à pouvoir glisser, à ne pas glisser en 2023. Pourquoi nous le disons? Nous le disons simplement parce que nous avons le peuple. Nous avons le peuple avec nous. Ayant le peuple avec nous, nous pouvons faire barrage à quiconque qui aimerait bien brader les dispositions constitutionnelles simplement parce que le peuple est fatigué de vivre dans cette situation de précarité. Nous sommes en train de slalomer. La vie n'est pas facile depuis que Tulombo est au pouvoir. Alors, mesdames, messieurs, ça nécessite à ce que nous puissions aller aux élections pour que le peuple se choisisse le président de la République qui va porter la reine, qui va porter le désidérata, qui va porter le souci de la République. Le peuple, c'est une entité abstraite. Voilà. Le peuple étant... Écoutez, la société civile aussi a le peuple. Le peuple dont je parlais ici... Ça, il faut au moins parler de citoyens que de peuple. Le peuple... Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le peuple se retrouve partout et personne n'a le monopole du peuple. Donc, en effet, j'aimerais répliquer rapidement. Permettez-moi que je réplique rapidement. On a fini pour aujourd'hui. Prenons rendez-vous le jeudi prochain. Je pense que ça a toujours été ainsi lorsqu'on parle de la République. Les questions sont très importantes. Alors, déjà à ce parti, on va prendre une petite transition, recevant nos amis de l'Église, ne serait-ce pour un message évangélique. Et ça sera la continuité du programme de la CBS Télévision avec le bulletin d'info qui viendra juste après. Ainsi, un programme qui sera bien organisé par la régie finale de la CBS Télévision. C'est parti. Transit.